Ce matin, nous avons la chance, et je l'en remercie, d'avoir Pierre Lescure qui va introduire le débat. Alors, tout le monde connaît Pierre Lescure de nom. C'est un cas rare et un cas particulièrement rare en France. C'est d'abord un saltimbanque, car le premier amour de Pierre Lescure, je parle des amours culturels bien évidemment, c'est le jazz. Ce jazzman est devenu journaliste, un journaliste brillant qui s'est trouvé propulsé à la tête de Canal+, société absolument redoutable pour les hommes et les femmes de culture, puisque c'était un monopole. Comment un monopole peut-il travailler avec des hommes et des femmes qui sont dans le domaine culturel? Eh bien, je pense que c'est un cas unique au monde. Ça a été Canal+, ça a été Pierre Lescure. Pierre, merci. Aujourd'hui, vous êtes chargé d'une mission tout à fait particulière parce que finalement, vous étiez revenu vers vos amours culturels, le théâtre, et vous avez été rappelé, puisque vous faites partie de ces êtres humains assez rares qui ont à la fois l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Donc vous avez été rappelé pour, excusez du peu, réfléchir quelque part à l'avenir de la culture en France, ou un mot que je n'aime pas du tout, mais qui est employé, l'avenir des industries culturelles. Vaste sujet. La culture est née avec la parole. La parole, c'est le moyen d'expression et sa culture est limitée par les mots qu'on utilise. La révolution, c'est évidemment l'écrit, un pic et des pierres, l'imprimerie, qui bouleverse totalement ce qui va s'écrire, et le monde de l'édition est bien représenté ici. Et puis aujourd'hui, est-ce une menace? Est-ce une chance? Une révolution complète. Nous en avons déjà vu certains effets. Et quelque part, votre mission, c'est de regarder ce qu'un pays comme la France, qui a toujours estimé que les biens et services culturels devaient être au centre des préoccupations de la société, donc du politique au sens noble du terme, et non pas des politiques, mais du politique. Donc Pierre, je vous pose la première question. Dans le cadre de votre mission, dans le cadre de votre réflexion, comment voyez-vous cette révolution que nous vivons de façon quotidienne affecter la réflexion qui est en cours? Vous savez, Nicolas, d'abord, merci de vos mots. Merci avec un S, parce que vous avez dit plein de mots aimables. Mais je vois la différence presque, oui, fondamentale, au sens fondamental du terme, entre ce qu'on a pu vivre au début des années 80, avec Canal+, qui n'était que la 4e chaîne, et on était au temps de l'analogique. Donc aujourd'hui, le nombre de chaînes, je ne vous dis pas le X multiplicateur, et puis surtout, on n'est plus dans l'analogique. Et donc la mission qu'Aurélie Filippetti, qui a si bien parlé hier et de culture et d'économie, c'est justement de tout faire et de proposer les voies. Nous ferons ça d'ici, j'espère, la fin mars, et sûrement d'ici la fin mars. Après, est-ce que ce sera bien ou pas, c'est vous, entre autres, qui en jugerez, puisqu'on y travaille aussi ensemble en dialogue. Mais c'est d'ici fin mars, définir les principes qui fondent l'économie de la culture, son financement, son préfinancement, son accompagnement, sa protection, sa dynamique en France et en liaison avec beaucoup de pays européens et du monde, définir, rappeler ces principes et tout faire pour les pérenniser. Mais forcément, il ne s'agit pas simplement de dire « allez, on passe au numérique, on reprend la même matrice, le même écheveau de règles et de dispositions », ça n'est pas possible. Je ne veux pas enfoncer de porte ouverte et on n'a pas le temps, il y a trop de points de vue et d'esprits intéressants qui vont contribuer, je crois, tout au long de cette matinée. Mais vous imaginez bien, vous le savez, on a commencé d'en parler et avec l'ALPA et avec vous, hommes de cinéma. Il y a deux différences absolument phénoménales. Il y a évidemment
comme un homme de mon âge, je dis encore un tuyau. Mais il y a surtout les grands acteurs du net. L'énorme différence, vous évoquiez Gutenberg, qui était après tout le premier pirate, si on le prend sous certains angles. Mais souvenez-vous, le débat des années 80, lorsqu'il y avait des tuyaux en France, que les compagnies d'eau proposaient aux villes en disant on vous fait l'adduction d'eau et en même temps on vous amène des tuyaux. Et pendant des années, ou en tout cas trop d'années, il n'y avait pas de contenu. Je me souviens, vous avez dû l'évoquer ici à Avignon, c'est la première fois que j'ai le plaisir de venir après votre naissance il y a 5 ans. Vous avez évoqué ce bouquin de Neil Postman, ce sociologue américain qui racontait dans un bouquin Se distraire à en mourir, qu'à la fin du 19e siècle, on avait fait les premières expériences de téléx entre le Maine et la Virginie. Et on avait demandé à un sociologue de l'époque, un philosophe, mais que pensez-vous de cette première expérience absolument révolutionnaire? Et le philosophe avait répondu, et si le Maine n'avait rien à dire à la Virginie? Bon, aujourd'hui, la révolution, elle est là. C'est que si vous n'avez rien à mettre sur le net, l'usager, lui, a toujours quelque chose à mettre. L'hébergeur a toujours quelque chose à héberger et à faire courir. Donc ces deux acteurs, l'hébergeur qui ne veut pas aujourd'hui être éditeur, il faudra quand même qu'un de ces jours, et on essaie d'y travailler, il va bien falloir qu'il assume des responsabilités plus larges. Je ne sais pas quel sera le calendrier, mais ils savent bien eux-mêmes, quelle que soit leur dimension mondiale, qu'ils devront y venir. Et puis il y a l'usager, qui est devenu lui-même diffuseur, qui est à la fois un et multiple, autant qu'il y a de citoyens dans le monde, et c'est la grande différence, l'autre grande différence qu'il faut intégrer dans nos réflexions. Maintenir les principes, adapter cette exception, et qu'il faut également essayer d'exporter de plus en plus cette exception française du financement et de l'accompagnement de la culture, mais il faut intégrer ces deux grands acteurs monumentaux que sont l'individu, l'usager et les grands acteurs du net. Bon, j'avais l'intention de vous poser une autre question, je ne vous la poserai pas parce que je pense que vous avez à la fois les questions et les réponses et surtout vous avez la responsabilité d'animer cette session et comme moi j'ai comme responsabilité de faire en sorte que le calendrier soit respecté. Simplement, et je vous fais confiance, il y a un élément que je n'ai pas cité en parlant de vous, c'est que vous êtes un Français qui sait ce qui se passe à l'étranger, que je pense que donc ce débat, il doit être un peu français, très européen et aussi mondial que possible. Je vous fais confiance. Merci, et je vous laisse mener le débat. J'ajoute, Nicolas, que depuis le début de cette mission, nous travaillons sous l'autorité et le regard amical et attentif d'Aurélie Filippetti et du cabinet, mais on travaille beaucoup avec le ministère des Affaires étrangères, qui nous a mis en liaison avec beaucoup de leurs interlocuteurs en Europe et au-delà de l'Europe. Mais on sait bien que si on veut un jour avoir un dialogue constructif avec Bruxelles, constructif voire plus efficace encore que la construction, notamment sur la fiscalité évidemment, cet esprit de concurrence et de marché qui trop souvent veut étouffer ou ignorer la culture, il faut qu'on s'allie, il faut qu'on s'additionne. Le ministère des Affaires étrangères, Bercy évidemment, et Aurélie Filippetti en tête, y concourent à nos côtés pour nous. Eh bien, à vous. Merci. Merci Nicolas. Alors les raisons d'espérer, nous allons en parler dans quelques instants avec Zaya Ziouani, avec Elie Barnavi, avec Stéphane Richard, avec Renaud Capuçon. Mais on va en parler d'abord parce que c'est un thème absolument magnifique qui a été proposé par cette 5e édition du Forum d'Avignon. Les raisons d'espérer au moment où ça flanche, où ça tangue, où tout le monde s'inquiète, les raisons d'espérer et d'espérer en la culture, grâce à la culture. Le Forum d'Avignon a décidé de les développer, de les illustrer en confiant à Louvre Alliance une enquête. Et je propose à Bertrand Moineau de me rejoindre, puisque c'est vous qui, avec Louvre Alliance et un certain nombre de collaborateurs, avez conduit cette enquête qui va nous permettre d'ouvrir la session et de lancer énormément de directions. Je vous signale aussi que sur les écrans, vous pourrez suivre tout au long de cette matinée
les illustrations, les propositions créatives d'un certain nombre de dessinateurs, mais surtout ce matin de Nadia, Nadia Chiari, qui est peintre et directeur artistique d'une galerie d'art à Tunis. Et en 2011, en janvier 2011, c'était l'un des derniers discours à la radio-télévision tunisienne de l'ex-président Ben Ali. Elle a créé un personnage, Willis from Tunis, c'est un chat, et il a illustré déjà à de nombreuses reprises les événements tunisiens à travers le crayon et l'esprit de Nadia. Et vous verrez un certain nombre, voilà, celui-là, les 7 raisons d'espérer, vous les avez toutes, et les étudiants qui sont dans la salle, ça doit les faire sourire. On est diplômés, on est éduqués, on croit en nos rêves, on n'a pas peur, on est motivés, on est nombreux, et on n'a rien à perdre. C'est, je crois, assez symbolique de la créativité et de l'engagement de Nadia, qui a eu récemment, qui vient de recevoir le prix Honoré Daumier lors de la 2e rencontre de Cartooning for Peace, c'était à Caen, et c'est le mouvement lancé par notre ami Jean Plantu. Donc, disait Michel Maffezoli, il flotte dans l'esprit du temps une générosité d'être qui relativise les égoïsmes économiques. Alors évidemment, cet optimisme n'est pas béat, mais c'est intéressant de développer. Vous l'avez fait avec de nombreux interlocuteurs. Vous avez interrogé combien de gens, Bertrand Moineau ? Approximativement 60 personnes. 60 personnes qui ont contribué donc à cette réflexion. Exactement. Autour des raisons d'espérer. Vous-même, aux côtés de Jacques Attali, depuis pas mal d'années déjà, vous avez créé Louvre Alliance, qui est un cabinet de conseil et d'études à la fois sociologiques et technologiques. Vous-même, vous êtes ingénieur et musicologue, c'est ça ? Exactement. Après un passage dans le grand cabinet de conseil, on a créé avec Jacques Attali en 2004 ce cabinet de conseil en stratégie, en ingénierie culturelle. Alors, comment avez-vous conduit cette enquête ? Je suppose que beaucoup ici ont lu le booklet en français et en anglais, qui a le mérite d'être à la fois très dense et puis esthétiquement qui se tient bien. C'est gentil. Donc, comment vous avez conduit cette enquête ? Écoutez, on a réalisé avec le Forum d'Avignon une 60aine d'entretiens de tout horizon. On a vu des artistes, on a vu beaucoup de gens du monde universitaire, on a vu des institutionnels, du monde politique. Et donc on a essayé non pas d'en faire une synthèse, mais de s'inspirer en tous les cas de tout ce que ces gens nous ont apporté. Et les conclusions sont, les raisons d'espérer sont... Il y a des raisons d'espérer et elles ne sont pas forcément idéalistes. C'est-à-dire que, effectivement, idéaliste ou pas, je crois que nous, ce qui nous semble important, c'est un désir de voir. C'est-à-dire que c'est ce qui doit être vu et surtout là où il faut regarder. Je crois que c'est ça, je pense, la raison importante, presque comme une 8e raison. On a essayé de faire 7 raisons dans notre étude. 7, c'était un peu un chiffre symbolique et amusant, mais il y a presque une 8e raison qui traverse toutes les autres et qui a trait au désir de voir et à l'endroit où on veut regarder. C'est-à-dire que si on regarde bien, si on regarde au bon endroit, à ce moment-là, on peut espérer. Si on regarde au mauvais endroit, on peut franchement désespérer. Je crois que j'ai apporté ici, parce que dans une salle comme celle-ci du conclave, j'ai apporté un évangile. Alors, je vous rassure, je sais pas, mais c'est l'évangile de Nietzsche selon Philippe Solers. Donc c'est pas. Je vais juste vous en lire une phrase parce qu'elle est assez magnifique. Il y a 2 idées. D'abord que la planète est en cours de mondialisation, donc qu'elle est invivable pratiquement partout, mais que, malgré cela, par plaque, il s'agit de déterminer les endroits, les sites, ça va être brusquement vivable, c'est-à-dire susceptible d'avoir une éclosion, un fleurissement. Et je crois que ce fleurissement, comme il dit, cette philosophie du jardin, finalement, les 60 personnes qu'on a interviewées nous ont tous parlé plus ou moins de ça, c'est-à-dire de fleurissement, de jardin et de botanique, à partir du moment où on sait regarder au bon endroit. Et je crois que vraiment, la question du regard est assez centrale au travers de cette étude et au-delà même des 7 raisons. Alors, malgré tout, ces 7 raisons, quelles sont-elles ? Je vais essayer de les synthétiser pour pas les... On brûle. Je vais essayer de les synthétiser pour pas les faire de façon trop didactique, de 1 à 7, mais on peut les regrouper en 3 grandes familles assez simples. La première
famille, c'est celle qui tourne autour du créateur lui-même, de l'individu, de l'être humain, et de la place de son désir. Je crois que quand même, malgré tout, il fallait commencer par là. Le désir du créateur, ça fait 20 siècles que ça dure. Tout le monde le sait, malgré tous les Cassandres de tout poil qui nous disent sans arrêt, depuis le Haut Moyen-Âge ou plus longtemps encore, que l'art est mort, que l'art est fini, que la création de demain est beaucoup moins bonne que la création d'hier, etc. Et puis avec ça, tous les matins, en se levant, il y a un artiste qui en rigole, quoi. C'est-à-dire que il y a les mauvais coucheurs le soir, et puis le matin, il y a des gens qui ont le sourire aux lèvres. Donc ce cerveau qui est un cerveau créateur, beaucoup de gens nous l'ont souligné, beaucoup de gens le savent, tout le monde le sait, on a quelque chose de consubstantiel à la vie. La vie est faite de création. Je crois que c'est Flaubert qui disait l'artiste amuse le public avec ses agonies. Alors aujourd'hui, je ne sais pas qui s'amuse de quoi, mais il y a toujours un petit peu de ça dans les Cassandres, mais il y a quelque chose de consubstantiel à la vie face à la création. La deuxième grande famille qu'on a essayé de déceler, ce sont des raisons peut-être un petit peu plus abstraites, mais ça concerne une notion importante, c'est la notion de la forme, des formes. La forme, c'est un truc bizarre, la forme. C'est pas seulement des disciplines artistiques, c'est pas seulement la forme photographique, la forme danse, la forme chorale, mais c'est aussi des choses un peu plus abstraites, c'est la forme arc pour l'art roman, c'est la forme ogive pour l'art gothique, c'est le point d'inflexion pour l'art baroque. Et puis, ce sont des choses même plus abstraites. C'est la forme rhizome, c'est la forme Saint-Georges, c'est la forme jardin, etc. Tout ça forme un immense réservoir de concepts, d'idées, qui est puisé dans le monde des sciences, dans le monde de l'histoire. Et ce réservoir constitue un bassin d'exposants à la création. Et les artistes puisent sans arrêt dans ce bassin de concepts. Et ça, c'est quelque chose qui est inépuisable. La troisième grande famille de raisons d'espérer, ce sont des raisons externes. Ce sont celles que finalement le monde extérieur nous sert. Et le monde, évidemment, on va pas la peine de s'éterniser là-dessus, mais le monde est en transformation, bouleversement, on le sait tous, en changement. Il est loin d'être étal. Et on se demande bien, finalement, comment est-ce que la création artistique, elle, pourrait être étale, alors que le monde est en changement. Et je crois que là-dessus, on termine notre étude, d'ailleurs, sur cette conviction, qui est une conviction forte pour nous, c'est que même le monde politique va s'y mettre. Il s'y met déjà un petit peu, on le voit, au niveau, la ministre le rappelait hier, au niveau français, au niveau européen, mais il va s'y mettre au niveau mondial, à favoriser la création, à favoriser l'amont de la création, et un petit peu de ce qu'appelait déjà dans les années 30 Paul Valéry, que reprend aujourd'hui quelqu'un comme Bernard Stiegler, qui est l'économie de l'esprit, la politique de l'esprit. C'est-à-dire une politique qui n'est plus seulement une politique culturelle, mais une politique en amont du culturel pour favoriser un désir de culture. Et ça, je crois que c'est très important, c'est une vraie conviction pour nous, et on est convaincus que ça va arriver, que les États ne pourront pas faire autrement. D'autant plus que, comme Jacques Attali le dit dans l'éditorial qui ouvre votre ouvrage, qui conclut l'enquête, ça va aller d'autant plus vite avec la détérialisation, qui fait que c'est presque une mer, un océan de création qui est maintenant accéléré par le numérique. Donc les politiques devront bien suivre. Absolument. Jacques Attali souligne effectivement dans quelqu'un de très brodélien, M. Attali, donc que les échanges... Je l'ai pas vu sous cet angle-là. Que les échanges économiques s'accompagnent d'échanges de culture, et que, un petit peu comme le dit Philippe Solers, les interstices, les sites, se font aujourd'hui sur les ports, sur les frontières, dans ces lieux un petit peu particuliers qui sont les lieux d'échange. Alors, c'est juste un mot pour revenir effectivement sur cette notion de lieu, de là où est-ce qu'on regarde. Ce sont des lieux qui permettent d'espérer, parce que ce sont des lieux où il y a du sourire.
Moi, quand je regarde la salle, hier soir, je la regardais aussi, il n'y a parfois pas beaucoup de gens qui sourient dans la salle. Alors, mais là aussi, ça dépend de l'endroit où on regarde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus lumineux que d'autres, je ne regarde personne en disant ça, mais il y a plus de sourires parfois dans certains endroits qu'à d'autres. Et c'est vraiment, tout est là. C'est dans l'endroit où on regarde, vers qui on s'adresse, où on porte le désir de voir. Et si je peux brièvement vous raconter une petite histoire très courte, c'est une histoire que nous raconte un très beau livre de Benedetta Craveri, qui est une historienne italienne, et qui a écrit il y a quelques années déjà, 4-5 ans, un livre lumineux, qui s'appelle L'âge de la conversation. Alors on est en France, entre 1610 et 1640, c'est des temps difficiles, début du XVIIe siècle, c'est les épidémies de peste, c'est les épidémies de famine en Europe, c'est la guerre de 30 ans qui ravage complètement l'Europe occidentale. En France, c'est la Régence avec Consigny qui est détesté de tout le monde. On va voir Richelieu bientôt qui n'est pas tellement plus aimé. Et dans ce contexte vraiment sombre, il y a un petit groupe de gens, la moyenne noblesse, une petite classe de gens, qui vont se réunir parce qu'ils sont complètement coincés. Ils sont coincés entre la cour et l'Église. Ils sont coincés entre ce qui s'invente au sein de la cour de monarchie absolue, de nouvelles règles sociales très compliquées, et puis coincés par l'Église avec des codes de plus en plus contraignants, avec le quiétisme, avec bientôt le jansénisme qui va arriver. Et ce petit groupe de gens, finalement, va se dire, on va se réunir dans un lieu, un tout petit lieu. Ça va être les salons, bien sûr, c'est l'invention des salons, c'est l'âge de la conversation. Ils vont s'inventer dans ces salons des règles du jeu, ils vont s'inventer la conversation, ils vont s'inventer l'entremise des femmes, très importante, ils vont inventer le concept de l'honnête homme. Et finalement, ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment dans un lieu, un site minuscule, un pli, la chambre bleue, la fameuse chambre bleue de Madame de Rambouillet, c'est-à-dire une chambre, un lieu très utérin comme ça, où on invente un décor intérieur, où on invente des choses comme ça. Et finalement, toute la philosophie des Lumières, tous les arts des Lumières vont naître ici. Dans les salons du début du XVIIe, on a les futurs Lebrun, on a les futurs Simon Vouet, et puis bientôt on aura les Voltaire, les Fragonard, etc. Ce que je voulais dire par cette petite histoire, c'est que, comme le disait Philippe Solers, tout ça naît dans un interstice, une faille, un tout petit endroit, un pli de l'histoire. Ce concept de pli est très, très porteur. Ça s'invente ici, dans un lieu minuscule. Et finalement, on peut se dire que, si on revient sur des choses plus contemporaines, l'industrie culturelle le sait bien, ça. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il faut ménager un gynécée à la création. Il faut absolument, comme le dit Georges Didier Huberman, c'est un grand monsieur auquel notre étude rend hommage d'ailleurs, et je vous engage tous à regarder et à lire les travaux de Georges Didier Huberman. Il dit que rien n'est pire pour la création qu'une stase dans une lumière étale. Et il vaut mieux des lucioles qu'une stase dans une lumière étale. Et là-dessus, l'industrie culturelle le sait, il faut braquer les projecteurs au bon endroit et au bon moment. Trop tôt, évidemment, vous stérilisez, trop tard, vous perdez. Mais si vous braquez les projecteurs trop tôt, vous stérilisez la création. Ça, c'est un message assez important. Et on a dans cette étude d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, une très belle image, je crois, qui symbolise, et peut-être non pas conclut, parce qu'on n'a pas voulu conclure cette étude, mais en tous les cas qui la symbolise, une image botanique, encore une fois, sur cette notion de pli, sur cette notion d'endroit de naissance de la création. C'est une image botanique sur la fente de timidité. Alors je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui savent ce que c'est que la fente de timidité, des botanistes. C'est un truc magnifique, c'est je crois une notion promue par Francis Hallé, qui est un botaniste d'aujourd'hui. La fente de timidité, c'est dans les forêts primaires, c'est cet endroit, cet interstice que les grands arbres laissent entre eux. C'est-à-dire que les feuilles des grands arbres ne se touchent jamais. C'est une raison inexpliquée d'ailleurs scientifiquement, mais il y a toujours entre les grands arbres de la forêt primaire, comme ça, en haut de leur frondaison, un espace qui est laissé libre et où la vie biologique peut circuler. Les échanges peuvent se faire
et finalement un interstice, un pli de l'histoire, une fente de timidité. Voilà, moi je voulais vous laisser sur cette notion de fente de timidité pour ce matin. Je trouve que c'est une belle notion. En tout cas, c'est un mot, l'alliance de deux mots. Merci Bertrand Moineau. L'alliance de deux mots qui est une création en soi. Qui est une création en soi. Et je pense que vous avez incité, vous avez donné envie à ceux qui ne l'avaient pas encore fait de lire en français ou en anglais ces raisons d'espérer en la culture et même aujourd'hui. Il y a d'ailleurs dans les témoignages que vous avez reçus des phrases extra, comme celle de Myriam Borges, qui est une universitaire tunisienne, et on sait qu'il faut s'interroger aussi sur la culture là-bas. Et elle dit, pour une culture libre, évidemment, et fédératrice, parce que la fédération ou l'esprit fédérateur chez elle, c'est essentiel. Nicolas Seydoux évoquait l'architecte Jean-Pierre Houdin hier, qui lui dit redécouvrir notre passé grâce aux outils du futur. Bon, on le voit bien avec le numérique et la culture. L'écrivain marocain Kébir Rami, qui dit la culture est ce qui fait de nous ce que nous sommes. J'ai bien aimé dans les témoignages celui du maire de Deauville, Philippe Augier, qui pour une fois ne citait pas toujours la même phrase de René Char, comme on l'entendait encore au début du forum. Lui cite « Comment vivre sans inconnu devant soi ». Cette citation de René Char parle de la culture, bien sûr. Et puis j'ai encore cité par un autre architecte, Paul Andreu, cette phrase de Pessoa, « La littérature est la preuve que la vie